Cette semaine dans Afrique, nous partons dans le nord du Mozambique, où la population vit dans la terreur des attaques d'un groupe islamiste non identifié. Nous nous rendons également en Ouganda, où chaque jour les écoliers venant de la République démocratique du Congo pour étudier doivent se plier au contrôle sanitaire pour éviter la transmission du virus Ebola. Mais d'abord, les titres de l'actu. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. Il a dirigé son pays d'une main de fer de 1980 à 2017. Pendant son règne de 37 ans, l'ancien héros de l'indépendance s'est peu à peu mué en tyran. La répression des opposants, les fraudes électorales et sa violente réforme agraire en 2000 lui valent les condamnations de l'Occident. En 2017, à la suite d'un coup de force de l'armée, il est contraint à la démission. Il laisse un pays englué dans une profonde crise économique. Le pape est arrivé mercredi soir au Mozambique. Ce pays à majorité chrétienne est l'un des plus pauvres de la planète. À Maputo, la capitale, le souverain pontife a salué l'accord de paix signé un mois plus tôt entre le gouvernement et la Renamo, l'ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition. Non à la violence qui détruit. Oui à la paix et à la réconciliation. Le pape est allé à la rencontre de jeunes et de malades du sida. Il a terminé sa visite au Mozambique par une messe en plein air avant de s'envoler pour Madagascar et plus tard pour l'île Maurice. Au moins 10 personnes ont été tuées dans des violences xénophobes cette semaine en Afrique du Sud. Un ressortissant étranger figure parmi les victimes. Des dizaines de commerces appartenant principalement à des étrangers ont été vandalisés et brûlés dans la région de Johannesburg, la principale ville du pays, et à Pretoria, la capitale. Ces violences ont provoqué des tensions avec plusieurs pays africains, dont le Nigeria, où des manifestants s'en sont pris à des magasins sud-africains. Ce sont les pires émeutes xénophobes en Afrique du Sud depuis 2008, où 62 personnes avaient perdu la vie. Des dizaines de milliers de fans ont rendu hommage samedi au chanteur ivoirien DJ Arafat. Une foule très émue et de nombreuses stars africaines sont venues saluer sa mémoire lors de la veillée organisée dans le plus grand stade du pays. Après une nuit de musique et de danse, la dépouille du chanteur est arrivée au stade Félix Houphouët-Boigny au lever du jour pour un dernier adieu sous les applaudissements. Mais au matin, des fans ont gâché la fête en ouvrant la tombe et le cercueil du chanteur peu après son inhumation et l'ont pris en photo. Star du coupé-décalé, DJ Arafat est mort le 12 août dernier dans un accident de moto à 33 ans. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir a été inculpé samedi de possession illégale et d'utilisation frauduleuse de fonds étrangers. Après 30 ans de pouvoir, il a été destitué à la suite de 4 mois de manifestations et arrêté en avril par l'armée. Je vous accuse, vous, Omar Hassan Ahmed el-Béchir, après la saisie le 16 avril 2019 à votre domicile de 6,9 millions d'euros, 351 770 $ et 5,7 millions de livres soudanaises qui étaient sous votre responsabilité. Omar el-Béchir encourt jusqu'à 10 ans de prison. Un premier gouvernement depuis sa chute a été dévoilé jeudi. La police bissau-guinéenne a saisi lundi plus de 1,8 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie. C'est la plus grosse prise de l'histoire de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. 8 suspects ont été arrêtés. La police avait déjà saisi près de 800 kilos de cocaïne en mars. La Guinée-Bissau est considérée comme une zone de transit de cette drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. 6 touristes et leurs guides ont été emportés par des crues éclairs dimanche dans le parc national Hell's Gate au Kenya. Ces 5 Kenyans d'origine indienne et une indienne vivant au Kenya souhaitaient visiter à pied les gorges d'Ojorowa. Très prisées des touristes, ces gorges sont régulièrement le théâtre de crues éclairs. L'eau est vraiment sortie de nulle part. Heureusement, j'avais mon téléphone portable en main et je suis parvenu à appeler l'homme qui se trouvait à la réception, à l'endroit où nous avions payé l'entrée, et nous lui avons tout raconté. En 2012, 7 jeunes Kenyans étaient morts dans les mêmes circonstances. Des maisons brûlées, des réserves de nourriture réduites en cendres et des villageois à qui il ne reste plus que la peur et la faim. Ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison. Maintenant, on vit avec rien. On n'a plus rien. On vit comme ça.
Depuis près de 2 ans, la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vit au rythme des attaques de groupes de militants islamistes non identifiés. Un djihad sans visage et sans revendication. Je sais pas, il faisait nuit, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des jeunes, des femmes aussi. Les attaques ont fait plus de 300 morts depuis octobre 2017. Beaucoup de survivants ont fui leur village, comme Ayuba et sa famille, pour trouver refuge chez leurs proches à la ville. On habite ici, pas là-bas. On vit ici. Ils vivent à 6 dans cette hutte, loin des champs qui les nourrissent d'habitude. J'exhorte le gouvernement à faire tout ce qu'il peut pour mettre un terme à cette guerre, pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Les autorités se disent préoccupées par la situation, mais assurent faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger le Cabo Delgado. Pour l'évêque de Pemba, la capitale de la province, ça ne suffit pas. Il a récemment publié une lettre critiquant le gouvernement pour son manque d'action et de communication. Dites qui ils sont, montrez-les et faites en sorte d'arrêter les attaques. C'est ce qu'on demande, que les autorités poussent plus loin parce que les pauvres meurent. Ceux qui n'ont presque rien, ils perdent le peu qu'ils ont et perdent leur vie. Et nous ne pouvons pas accepter ça. L'organisation État islamique s'est attribué 2 attaques en 2019, mais la police comme les experts ont mis en doute la revendication. Le phénomène djihadiste du nord du Mozambique reste un mystère. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda. Avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin, ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise. Des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10% de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face au risque de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur. Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, 3 membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus Ebola en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents. Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola. Et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui, jusqu'à peu, voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Le Qatar a dévoilé mardi le logo de la Coupe du Monde 2022 de football sur les remparts de la Médina de Hammamet, en Tunisie, ainsi que dans plusieurs villes à travers le monde. Le design reprend la silhouette du célèbre trophée du vainqueur du mondial, incarné par un foulard traditionnel de l'Émirat. Selon la FIFA, les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes des déserts de sable du pays hôte, tandis que sa forme rappelle le chiffre 8, comme le nombre de stades qui accueilleront les matchs, et l'infini. Le mondial 2022 sera organisé en novembre et décembre pour éviter les températures très élevées l'été au Qatar. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.